Avant de rentrer dans le vif du sujet et les recommandations de ce consensus, j'imagine que c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, ce soir, avant de rentrer dedans, je voudrais dresser un constat un petit peu sur, en faire un état des lieux, sur l'état, des ressources naturelles, mais aussi, les défis, que rencontre le secteur agricole et le système alimentaire, d'une manière générale. Et ensuite, rappeler, le contexte dans lequel, ce dialogue a été, lancé. Quelles sont les raisons, quelles étaient les motivations et à quel moment? Et évidemment, expliquer un petit peu, la structure, la méthodologie, puisque la méthodologie était aussi importante, pour les résultats. Et rentrer dans le vif du sujet, donc les résultats, et puis ensuite aussi permettre de réfléchir un petit peu à ce qui se passe maintenant, puisque ces résultats ont été obtenus il y a plusieurs mois déjà, l'été dernier, et il s'est passé des choses depuis lors. Et donc voilà, quelle perspective à venir. Donc on m'a dit de faire la présentation dans son intégralité, et ensuite on aura le moment d'échange si ça vous va. Donc, le EEB, qui sommes-nous? Donc, nous sommes le plus grand réseau européen d'organisations citoyennes environnementales, dont Mouvement écologique est membre. On a plus de 185 membres, et quand je dis membres, ce ne sont pas des individus, ce sont des organisations, hein, comme Mouvement écologique, qui sont membres de notre fédération, répartis dans plus de 38 pays. Ce ne sont pas que les pays de l'Union européenne, si on fait le calcul évidemment. Au total, on compte plus de 30 millions de sympathisants individuels. Bon, c'est toujours dur à calculer, mais c'est plus ou moins le chiffre qu'on a, enfin le nombre qu'on a. On a été mis en place, enfin on est né, on va dire, il y a plus de 50 ans, donc on célébrait nos 50 ans l'année dernière. Et donc ça fait quelques années que nous sommes établis à Bruxelles, et que nous œuvrons un avenir meilleur où les humains et la nature puissent prospérer ensemble. Et donc notre mission et nos travaux, c'est principalement évidemment du plaidoyer, donc auprès des décideurs à Bruxelles, que ce soit la Commission européenne, le Parlement européen ou bien le Conseil de l'Union européenne. Quelques mots sur la spécificité de mon organisation. Donc non seulement on est la plus large, la fédération la plus large avec nos membres, mais on est aussi unique dans le sens où on a un très large éventail de sujets et de politiques qu'on couvre, comme vous pouvez le voir ici, du climat à la nature, économie circulaire, transition. On a aussi un département pour tout ce qui est plutôt global, mais aussi santé, environnement, donc produits chimiques, voilà, les questions des PFAS, par exemple, qui est d'actualité aujourd'hui. On en traite aussi, mais aussi la pollution de l'air, etc. Et on a aussi une équipe qui travaille sur les questions plutôt juridiques, la règle de droit et la justice. On est aussi membre fondateur de ce qu'on appelle le Green 10. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, en tout cas, c'est en ligne. Il y a un site. Donc, c'est la plateforme des 10 plus grosses organisations environnementales qui ont un bureau, une représentation à Bruxelles. Donc, vous reconnaîtrez bien, j'imagine, des logos sur cette diapo. Et le Green 10, ce n'est pas une organisation en tant que telle, c'est une plateforme de 10 organisations. Et c'est souvent grâce à cette plateforme ou avec cette plateforme qu'on organise des réunions au plus haut niveau, que ce soit au niveau des commissaires à la Commission européenne, président de la Commission européenne, même si jusqu'à présent la présidente de la Commission européenne ne nous a pas rencontrés, même dans son mandat antérieur. On va peut-être avoir une réunion dans les semaines qui viennent. Mais en tout cas, c'est au niveau du Green 10 qu'on demande donc ces réunions-là. Et évidemment, on se coordonne aussi sur nos différents travaux, et on travaille en coalition sur de nombreux dossiers. Donc, on commence avec le constat. Comme je disais, c'est important, avant de plonger dans le vif du sujet, de dresser un constat et de faire un état des lieux afin de comprendre l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Donc, si on regarde la biodiversité,
ces dernières décennies, c'est 70 à 80% d'insectes en moins dans les paysages européens mixtes agro-industriels. En ce qui concerne les oiseaux, alors évidemment, chute des insectes, il y a aussi une corrélation avec la chute des oiseaux. Il y a une vaste étude qui est la plus complète à ce jour qui a trouvé que en fait, c'est plus d'un demi-milliard d'oiseaux, d'ailleurs, c'est plus ou moins 800 millions qui auraient disparu en moins de 40 ans. Et c'est principalement dans les paysages agricoles où on voit la disparition la plus forte des oiseaux. C'est entre 60 et 70% des sols de l'Union européenne. Alors, ce n'est pas que les sols agricoles ici, hein, c'est les sols, tous les sols de l'Union européenne, mais une grande partie, évidemment, sont des sols agricoles qui sont en mauvaise santé, selon les chiffres officiels de l'Union européenne. 30% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale qui sont attribuées au système alimentaire dans son intégralité. Mais ces chiffres, certes, l'agriculture contribue à cet état des lieux, à ces chiffres, mais elle en est aussi évidemment une grande victime et une des premières victimes. L'agriculture est évidemment victime du réchauffement climatique, de plus en plus. L'Agence européenne de l'environnement a publié l'année dernière, en mars dernier, si je ne me trompe pas, la première étude sur l'évaluation des risques liés au réchauffement climatique, au changement climatique en Europe. Et dans ses conclusions, alors déjà, c'est l'Europe qui est le continent qui se réchauffe le plus vite dans le monde. Donc des défis auxquels nous serons confrontés, nous sommes déjà confrontés, mais nous serons confrontés, sont évidemment énormes. Et évidemment, avec changement climatique, réchauffement climatique, il y a un grand risque pour la sécurité alimentaire, pour la production agricole en tant que telle. Donc voilà le constat. Si on tranche, non pas que sur la production, mais sur le système alimentaire au sens large, on voit aussi qu'on est face à un système alimentaire qui n'est pas durable. Déjà, d'un point de vue santé, notre système alimentaire aujourd'hui contribue à rendre les consommateurs malades, en contribuant notamment à l'augmentation des maladies non transmissibles, comme l'obésité et le diabète, qui sont elles-mêmes responsables de 80% de la morbidité dans les pays de l'UE. Et c'est les principales causes de décès prématurés qui sont évitables. Ce sont des maladies non transmissibles. Et les agriculteurs eux-mêmes qui sont aussi victimes de ce système. Il y a aussi de plus en plus d'expertises qui confirment la présomption faite entre de lien entre exposition aux pesticides et certaines pathologies notamment. Mais ce système est aussi socialement injuste. Il se caractérise notamment par de fortes inégalités. L'Union européenne est partagée entre une surconsommation généralisée en termes d'alimentation et la réalité aussi, et ça on oublie, et c'est encore plus fort avec la crise Covid notamment, et la crise et le problème des moyens, je ne trouve plus le terme en français, mais c'est pas grave, et la réalité de millions de citoyens qui ne peuvent pas s'offrir un repas de qualité tous les jours. Et comme je dis, ça a été notamment exacerbé par la crise Covid. Les disparités considérables aussi en Europe entre les revenus agricoles. Alors même si les chiffres montrent qu'il y a eu une augmentation du revenu agricole ces dernières années, les disparités, elles, ont augmenté entre ceux qui le plus et ceux qui ont le plus de difficultés, avec un grand nombre et un nombre de plus en plus grand de ceux qui ont du mal à atteindre un équilibre financier. On a aussi une surconsommation de protéines animales en Europe, et ça, c'est un consensus scientifique. Et alors ça aussi, ce qui est absolument très problématique et scandaleux, quand même, 20% de la nourriture qui est produite aujourd'hui est perdue ou gaspillée dans l'Union européenne. En sachant qu'on a aussi des personnes qui ne peuvent pas s'offrir un repas qualité tous les 2 jours, comme je disais, des grandes disparités. Et une surconsommation par ailleurs. Et si on regarde un constat aussi politique, on est face à une politique agricole commune qui représente quand même plus de 30% du budget de l'Union européenne. Donc c'est quand même un outil potentiellement intéressant. C'est plus de 55 milliards d'euros par an, qui est malheureusement en décalage avec les défis d'aujourd'hui et qui, jusqu'à présent, ne permet pas d'aider suffisamment les agriculteurs à la transition nécessaire face aux défis actuels.
et qui, dans son architecture actuelle, a tendance plutôt à maintenir un statu quo plutôt qu'aider à la transition. Mais ceci dit, c'est un problème systémique auquel nous sommes face, et la PAC, comme je le dis souvent, c'est un symptôme finalement d'un problème systémique et d'une maladie plus globale qui est le système alimentaire qui lui est malade. Et donc si on ne règle pas le problème du système alimentaire et qu'on règle le problème sur toute la chaîne de valeur alimentaire, on ne réglera pas le problème de la PAC. Et puis ce serait profondément injuste, évidemment, de demander aux agriculteurs seuls de faire tous les efforts d'un système alimentaire qui, lui, est par ailleurs malade et où tous les acteurs doivent changer et travailler ensemble. Il y a aussi évidemment des injonctions contradictoires qui touchent les agriculteurs et un manque de cohérence et politique criant, je pense notamment aux politiques commerciales et aux politiques environnementales ou aux politiques agricoles et différentes incitations. Et les réponses jusqu'à présent, les réponses politiques ont été centrées sur le court terme, et ce qui est très dangereux, auquel nous faisons face, et inappropriées. Et parfois, même ces réponses, finalement, ne font qu'exacerber les crises auxquelles nous faisons face aujourd'hui, et ce qui est extrêmement délétère pour les secteurs et pour tout le monde. Donc, maintenant, si on passe au contexte, dans quel contexte le dialogue est-il né? Eh bien, je trouve parfois que les photos parlent mieux que les mots. Et ces deux images, qui pourtant ont été prises au même endroit, à 5 ans d'intervalle, présentent un contexte radicalement différent. Sur la gauche, vous avez les jeunes qui manifestaient dans les rues, dans tous les pays de l'Union européenne, et d'ailleurs au-delà de l'Union européenne, suite à la publication du rapport du GIEC sur le réchauffement climatique à 1,5 degré au niveau mondial, et qui urgeaient, demandaient à leurs décideurs politiques de prendre les actions, de mettre en place les politiques adéquates pour atteindre la neutralité climatique. 5 ans plus tard, donc ça c'était en 2019, début 2019, fin 2018, début 2019, et c'est comme ça que le Pacte vert, notamment par la suite, le Green Deal, est né. 5 ans plus tard, 2024, avant les élections européennes, au même endroit, on a une manifestation d'agriculteurs où malheureusement le Future is Europe est un peu caché par la fumée. Et effectivement, les revendications des manifestations à ce moment-là étaient particulièrement ciblées contre le Pacte vert. Et c'est dommage parce que, en fait, si on reprend la base des démonstrations, des manifestations des agriculteurs, les agriculteurs qui sont allés dans la rue à la base, c'était pour des problèmes de revenus principalement, parce que, comme je disais, ils sont aussi victimes de ce système. Et effectivement, on voit des grandes disparités dans les revenus et beaucoup d'agriculteurs qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et finalement, ça a été repris, un peu instrumentalisé, et le bouc émissaire est devenu le Pacte vert, les règles environnementales, l'environnement. Et il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on raye les règles, les législations environnementales et les législations climatiques que le problème climatique et les problèmes environnementaux, qui sont quand même un défi auquel le secteur doit faire face absolument, disparaîtra. Bien au contraire, il ne fera que s'exacerber. On était donc dans un contexte d'opposition au Pacte vert, comme je le dis, et ce qui s'en est suivi, c'est finalement une mise à la poubelle, un abandon précoce, avorté, de différentes initiatives qui étaient portées dans le cadre du Pacte vert, que ce soit la loi cadre sur le système alimentaire, la loi sur les pesticides. Donc il y avait une proposition de réduire de 50% les pesticides d'ici à 2050 qui a été abandonnée. La révision de la loi, des lois en fait, sur le bien-être animal aussi qui a été abandonnée. Et de grands débats très, très, très houleux sur la restauration de la nature qui a finalement été adoptée, à minima, mais on était très près d'un abandon aussi de cette loi.
Le dialogue a été annoncé en septembre 2023 par la présidente de la Commission européenne, donc Ursula von der Leyen, dans le cadre de son... Alors, tous les ans, elle présente State of the EU, donc l'État de l'Union, et elle fait des grandes déclarations. Et dans ces déclarations-là, en 2023, elle a annoncé qu'elle lancerait un dialogue sur le futur de l'agriculture, où elle mettrait différents acteurs autour de la table. Alors, je ne vais pas vous cacher que cette annonce, à ce moment-là, on n'a pas très bien prise, puisque c'était en même temps qu'elle décidait finalement d'abandonner une grande partie des initiatives du Pacte vert qui touchaient à l'agriculture et au système alimentaire. Et on y a vu une tentative finalement d'étouffer le problème avec quelque chose qui ne nous paraissait pas si différent de tous les débats dans lesquels on avait pu participer auparavant, etc., et qui n'étaient pas toujours très fructueux et qui n'amenaient à rien. Mais bon, on a reçu une invitation quelques mois plus tard. Et puis, on s'est dit qu'on allait quand même y aller et qu'on n'avait rien à perdre et que c'était important, effectivement, au dialogue et en espérant que ça allait aboutir à quelque chose. Donc, j'ai eu la chance, l'honneur, j'en sais rien, en tout cas, peu importe, le privilège de participer à cet exercice à partir de janvier 2024. Et alors, pour la petite histoire, c'est la première fois, et j'étais la seule dans mon organisation, alors je ne vous dis pas waouh, que je rencontrais la présidente de la Commission européenne personnellement, puisqu'elle nous a accueillis, donc tous les membres du dialogue, dans Oberlaimont, qui est le bâtiment principal de la Commission européenne, à Schuman, si vous visualisez. Et elle vit elle a un appartement tout en haut, hein, on a dit qu'elle est dans sa tour, type quoi. Ivoire, je ne sais pas trop, hein, Oberlaimont, mais bon, plutôt gris. Et elle y vit, et donc on a été effectivement à son niveau. Alors on n'a pas eu le privilège de voir son appartement, il ne faut pas exagérer, mais elle nous a reçus à son niveau et on a donc dîné avec elle. On était répartis en 4 ou 5 tables, je ne sais plus, et elle s'est assise pendant une demi-heure sur chaque table pour écouter ce qu'on avait à dire à ce moment-là et nous expliquer mais quelles étaient ses intentions avec le dialogue. Donc ça, c'était le lancement officiel donc en janvier 2024 et s'en est suivi le lendemain la première réunion. Donc, et voilà, Madame Ursula von der Leyen, que vous ne l'auriez pas reconnue. L'objectif formel du dialogue, comme elle l'a annoncé, c'était de discuter des sujets identifiés dans son mandat, mais surtout de proposer des recommandations sur l'avenir de l'agriculture dans l'Union européenne. Et l'objectif plus politique, qui était donc dans le State of the Union, c'était d'instaurer un dialogue et surtout de faire face à la polarisation qui était très forte à ce moment-là. Comme je dis, ce narratif contre le pacte vert et malheureusement agriculture contre environnement, ce qui est une ineptie, ce qui est un non-sens total. Et de rappeler que l'agriculture et la protection de la nature peuvent aller de pair et que nous avons besoin des deux. Et elle l'a dit clairement dans son discours d'inauguration du dialogue. Alors il y avait aussi évidemment un objectif politique de sa part, puisqu'il faut savoir qu'on était en janvier 2024, que les élections avaient eu lieu donc, du Parlement européen en été et que la présidente jouait sa réélection. Elle allait se représenter à son propre poste pour être réélue en tant que présidente de la Commission européenne. Et elle s'était engagée, lorsqu'elle a lancé le dialogue, à reprendre les recommandations, si consensus il y avait dans ce groupe, lors de son prochain mandat, donc qui a débuté puisqu'elle a été réélue. Et donc c'était une façon aussi de calmer les tensions et en même temps d'assurer ou du moins de mettre plus de chances de son côté pour sa réélection en tant que présidente de la Commission européenne. Elle a été réélue. C'est pas que à cause de ça, grâce à ça, mais ça a certainement joué un petit peu. Donc, quel était notre mandat? Elle nous a posé 4 questions auxquelles on nous a donné... alors, il n'y avait pas de date limite. Bon, enfin, si, quand même, puisqu'il y avait les élections et on ne savait pas si elle allait être réélue. Donc, ça se terminait aussi avec son mandat, potentiellement, si elle ne m'était pas réélue.
Donc, 4 questions et quelques mois pour y répondre ensemble et trouver des solutions ensemble. Donc, comment offrir aux agriculteurs de meilleures perspectives, notamment au niveau de vie équitable? Comment soutenir une agriculture respectueuse des limites de notre planète et de son écosystème? Comment mieux exploiter les opportunités offertes par la connaissance et l'innovation technologique? Et comment promouvoir un avenir prometteur et prospère pour le système alimentaire européen dans un monde global concurrentiel? Qui était autour de la table? Donc on était 29, issus de toute la filière de la chaîne de valeur alimentaire, filière agroalimentaire. Alors, ce qui était nouveau et ce qui a certainement aidé aussi à l'obtention finalement d'un consensus, c'est le profil du président, de celui qui a modéré, qui était quelqu'un de neutre, qui ne vient pas du milieu agricole, qui en fait est un philosophe de formation, donc pas du tout dans le secteur agricole, mais qui avait déjà fait cet exercice en Allemagne et qui avait obtenu des résultats aussi intéressants, un consensus. Donc c'était quelque chose de très similaire en Allemagne, avec plus ou moins les mêmes acteurs, mais au niveau national, enfin au niveau fédéral allemand. Et donc, il avait obtenu ces résultats. La DG Agri, la Direction Générale Agriculture, était là en support. Et je dis bien en support parce que la Direction Générale Agriculture, il n'y avait que 2 personnes finalement. Et alors évidemment, dans la DG Agri, j'ai cru comprendre que certains n'étaient pas très contents qu'il n'y ait que 2 personnes de la DG Agri qui pouvaient participer à cet exercice un peu fermé, un peu... et ils étaient là pour... ah non, 3 personnes, pardon, je dis 2, mais c'est 3. Ils étaient là pour aider, mais ils n'intervenaient pas dans les discussions. C'était vraiment le président, le modérateur et les membres. Donc, quel était le profil des membres? 9 syndicats d'agriculteurs, un syndicat de jeunes ruraux, un syndicat de travailleurs agricoles aussi, 7 associations professionnelles, 6 représentants de la société civile, dont 3 ONG environnementales, dont le EEB, mais aussi Greenpeace et BirdLife. C'était les 2 autres organisations qui étaient là. On avait la Banque européenne d'investissement qui était là aussi, et des représentants universitaires ou scientifiques qui étaient là aussi, donc notamment l'université de Wageningen, la présidente du board de Wageningen qui participe. Et c'était très important d'avoir aussi la voix scientifique dans les débats. Dès qu'il y avait des tensions, etc., qu'on s'éloignait un peu, pouvait aussi nous recentrer sur les faits scientifiques. Et on ne débat pas des faits scientifiques, on débat des solutions, mais on ne va pas débattre des faits scientifiques, sinon on n'aurait jamais obtenu un consensus finalement. Alors, quelle était la méthodologie? Alors, comme je disais, le président, le fait que le président soit neutre était important, mais aussi la façon dont il a animé tout ça. Et je me souviens de réflexions qu'il a faites au début. C'est vrai qu'au début, on était un peu perdus parce qu'on n'avait pas l'habitude de ce genre d'exercice. On a l'habitude d'être dans des débats ensemble, plusieurs heures, etc. Mais on reste sur nos positions et il n'y a pas vraiment de dialogue, en fait. C'est souvent comme ça. Et au début, on parlait donc au modérateur, au président, et on ne se parlait pas entre nous. Et M. Strohschneider, c'est son nom, le président, ne cessait de nous répéter « Mais vous n'avez pas à me convaincre, moi, je ne suis pas là pour ça, vous vous parlez entre vous. Si vous avez quelqu'un à convaincre, c'est la personne qui vient d'intervenir avec qui vous n'êtes pas d'accord, mais c'est entre vous, essayez de trouver un accord entre vous. » Et c'est là où, effectivement, on a intérioriser l'exercice et le but de l'exercice qui n'était pas d'aller et convaincre, faire du plaidoyer auprès de décideurs politiques, mais de trouver un accord entre nous, ce qui n'est pas un exercice fréquent, surtout, enfin, alors je ne sais pas au Luxembourg, dans le cadre de vos organisations ici, mais en tout cas à Bruxelles, c'est loin d'être fréquent et c'était plutôt original. Donc il y a eu du travail, il y a eu beaucoup de travail, c'était assez condensé sur 8 mois. Alors 7 réunions plénières, bon ça peut pas être acceptable, même si certains venaient, la présidente de Copa-Cogeca, de Copa, si vous voulez, le président de Cogeca venait de Bretagne, le président de Cogeca venait. Copa-Cogeca, pardon, c'est la fédération. La fédération des syndicats majoritaires européens. Donc on retrouve
le syndicat d'ici, je ne vais pas me lancer dans la prononciation, FNSEA en France, etc. Et donc ils venaient, ils n'étaient pas tous basés à Bruxelles, hein, donc ils venaient pour les plénières, et les plénières, c'était 2 jours de plénière, avec un dîner, donc c'était des sessions de travail importantes. Et d'ailleurs, ces moments-là, qui n'étaient pas les moments formels, étaient tout aussi importants que les moments en plénière, puisque c'est vraiment là où on se découvrait aussi différemment, parce qu'on se connaissait plus ou moins tous, on s'était déjà vus dans des conférences, etc. Mais on n'avait pas ce rapport un peu plus humain, on va dire, qu'on a eu dans cette expérience-là, qui était aussi finalement une expérience humaine, et c'est extrêmement important aussi, puisque c'est là vraiment où on commence à faire des concessions, on comprend un peu plus l'autre, on comprend un peu mieux son point de vue, et ça prend du temps. Et ces moments-là, oui, le dîner, les pauses, et puis c'est là finalement où le cœur du consensus a été trouvé, surtout dans la dernière ligne droite. Il y avait 4 groupes de travail donc, qui étaient orientés autour des questions directrices que j'ai mentionnées avant. On a été aussi alimenté par des scientifiques. Donc, il y a eu un symposium scientifique, un symposium technique. Donc, au total, on a eu presque 100 réunions en 7 mois. Donc, c'est un investissement. Hein, et c'est ça aussi qui était important, c'était l'investissement. Et tout le monde s'est vraiment investi. Et donc, l'investissement prouvait qu'il y avait quand même une volonté ça aurait été dommage de se voir aussi souvent et pour aboutir à rien du tout. Il y a certains qui se sont investis plus que d'autres, puisqu'ils se sont auto-nommés modérateurs de travail. C'est beaucoup de travail pour eux, donc c'est les membres, les modérateurs. Et ces groupes de travail-là fournissaient des résultats donc, pour discuter en plénière, parce que cette plénière, ça n'aurait pas été suffisant pour trouver un consensus. Et voilà les résultats, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Nous avons obtenu un consensus, et ce qui était assez historique, vu les personnes et les organisations, les structures qu'elles représentaient autour de la table. L'introduction déjà, et je vous invite à lire, alors c'est un peu plus de 100 pages, donc c'est quand même assez conséquent, et on s'est mis d'accord sur tous les mots quasiment. Hein. Donc, toutes les phrases ont été revues, parce qu'un consensus, c'est un consensus, et il y a quand même des avis divergents dans la salle. Et vraiment, il y a certains mots qui ne plaisaient pas, ont changé, etc. Parce qu'évidemment, chaque mot a une signification. Donc oui, je vous invite à le lire. Dans l'introduction, il y a tout de suite la reconnaissance que les systèmes alimentaires et agricoles sont confrontés à la triple crise planétaire, le changement climatique, perte de la biodiversité et pollution, et que finalement les systèmes alimentaires et agricoles sont en même temps victimes de cette crise, mais y contribuent également. Et surtout, ce qui était fort, et on était tous d'accord là-dessus, c'est qu'il est temps de changer. C'est aussi pour ça qu'on s'était réunis. Hein, alors ça, c'est mieux en anglais, parce que c'est mieux en anglais. Et on s'est battu pour cette phrase-là, « Time for changes now ». Je crois qu'on a passé à peu près 1 heure à se mettre d'accord sur cette phrase-là. Oui. Le statu quo n'est pas une option. Donc, la première partie, vous verrez, le rapport est structuré en 3 grandes parties après l'introduction. Donc, il y a la vision qui est là pour vraiment poser le cadre, mettre en lumière les contextes changeants et complexes aussi, l'interconnexion, etc. Les externalités de santé, climatique, environnementale du système qui sont reconnues dans le rapport. Le problème aussi de la concentration croissante et du déclin aussi rapide des petites exploitations. Aussi, évidemment, problème des jeunes et le fait qu'on a un vieillissement de la population agricole qui est un vrai défi en Europe. Évidemment, alors il n'y avait pas encore eu, les élections aux États-Unis n'avaient pas encore eu lieu, etc. Mais bon, déjà dans une situation de tension et de conflits géopolitiques qui se sont aggravés depuis, et une faille croissante entre zones rurales et urbaines. Là, il y a beaucoup de choses. Donc, les principes, donc ça, c'est la partie. Si vous ne voulez pas lire que le rapport, je vous invite au moins à lire la partie A et la partie B.
et vous verrez pour la partie C qui est la plus longue plus tard. Mais donc les principes, donc il y en a 10 au total. Alors là, je l'ai mis en français quand même. Je me suis dit, bon voilà, mais c'est time for changes now. L'heure du changement est venue. La nécessité aussi d'une coopération et d'un dialogue, puisqu'on a reconnu aussi que cet exercice était extrêmement important et que ce n'était pas un one-shot, quoi, et qu'il fallait continuer le dialogue, et c'était essentiel. Et que ce dialogue, ce n'est pas forcément juste entre les ONG environnementales et les agriculteurs, mais c'est tous les acteurs de la chaîne de valeur alimentaire. La nécessité d'avoir des mesures de politique cohérentes, puisque ça a été repris à plusieurs reprises. Il y a une incohérence des différentes politiques aujourd'hui. Et la proposition aussi, dans le cadre du Pacte vert, d'avoir une loi cadre sur les systèmes alimentaires a aussi pour vocation d'apporter plus de cohérence. Donc finalement, c'est un peu un appel aussi pour que ce soit remis sur la table. Le rôle stratégique de la production agroalimentaire dans le nouveau contexte géopolitique et aussi évidemment la question de l'autonomie stratégique de l'Europe, mais bien aussi évidemment de la question de la dépendance protéique pour l'alimentation animale. Évidemment le rôle essentiel des jeunes et ce que je disais aussi, le problème du vieillissement de la population agricole qui est un vrai défi et le problème de l'accès à la terre. La durabilité économique, environnementale et sociale qui peuvent et doivent se renforcer mutuellement. L'innovation, et là c'est important aussi de rappeler que dans ce rapport, on ne parle pas que d'innovation technologique, parce que souvent on est un peu biaisé et on se concentre que sur l'innovation technologique, alors que l'innovation sociale est tout aussi importante, et ça inclut aussi la connaissance, le partage de connaissances, le transfert de connaissances. Les marchés qui doivent favoriser la durabilité et internaliser les externalités aussi. Donc c'est aussi que les agriculteurs puissent avoir des revenus dignes sur via les marchés et pas que via la politique agricole et les aides publiques. Et internaliser les externalités, c'est quelque chose d'intéressant. Et si vous le retrouverez dans le rapport, où on appelle à ce que les externalités négatives, donc les coûts sociétaux, les coûts environnementaux, les coûts sur la santé, soient mieux reflétés dans le prix de l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, ça ne l'est pas. Évidemment, c'est quand même un coût sur la société qui est grandissant. Et alors ça aussi, on a touché la question sensible des régimes alimentaires et de la surconsommation de protéines animales, où vous retrouverez dans le rapport donc, la nécessité de favoriser une transition vers des régimes alimentaires plus sains et plus durables, de faire du choix sain et durable le choix par défaut, et donc de régler la question de l'environnement alimentaire, parce que c'est pas suffisant de dire « Ah oui, mais les consommateurs sont responsables et ils n'ont qu'à faire les bons choix, etc. » Il y a un environnement alimentaire qui contribue à ce que les consommateurs fassent certains choix, parce que et à chaque fois, c'est ce qu'on entendait aussi dans les débats, c'est « Ah ben oui, mais si on regarde les surveys d'opinion des consommateurs, tout le monde veut faire le choix durable, etc. Et puis quand on voit ce qu'ils achètent, finalement, ils n'achètent pas durable. » Ben oui, mais il faut se poser la question pourquoi. Et c'est parce qu'il y a des facteurs qui influencent ces choix, que ce soit socio-économique, culturel, mais aussi des politiques, du marketing. Enfin, il y a plein de choses. Et c'est cet environnement-là qu'il faut revoir pour que le choix durable soit le choix par défaut. Et c'est clairement dans le rapport aussi. On avait BEUC, la Fédération des consommateurs européens, qui était représentée aussi autour de la table. Et ensuite, évidemment, aussi l'importance des zones rurales et de les maintenir, et leur rôle pour la sécurité alimentaire. Les recommandations, et c'est là évidemment le cœur du rapport, du consensus. Alors là, je n'ai pas mis toutes les recommandations parce qu'elles sont structurées par partie, et après vous avez des sous-recommandations, etc. J'aurais eu je ne sais pas combien de diapos si j'avais fait ça. Là, j'ai ciblé, mais bon, voilà, c'est un teaser, et je vous invite encore une fois à lire le rapport dans son intégralité.
Donc une des premières recommandations, c'est une chaîne de valeur alimentaire juste et compétitive. Et là, on a énormément parlé, évidemment, de la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur pour aussi régler cette question des revenus et mettre fin aux pratiques commerciales injustes. Donc ça, c'est évidemment un point qui a été très fortement discuté, mais aussi la durabilité. Et là, il y a une recommandation très importante, et c'est surtout important aujourd'hui. On voit une tentative, c'est pas une tentative, mais une tendance, voilà, à la simplification qui est utilisée pour la déréglementation, la dérégulation. Et je tiens à rappeler que dans ce consensus, nous étions tous d'accord sur le fait qu'il fallait maintenir et appliquer, donc pas juste maintenir, mais mettre en œuvre aussi le droit environnemental de l'Union européenne, et on l'a listé. Alors évidemment, on a fait référence aux objectifs de développement durable, l'accord de Paris, au cadre mondial pour la biodiversité, mais aussi la directive cadre sur l'eau, la directive nitrates, la directive oiseaux et habitat. Malheureusement, la directive habitat est ce moment même sur la table pour réouverture. La loi sur la restauration de la nature, la loi climat, les objectifs climat aussi de l'Union européenne. Alors ça, c'est quelque chose d'innovant aussi. Et d'ailleurs, le commissaire à l'agriculture, Hansen, a particulièrement aimé cette partie du rapport. Ce système d'analyse comparative de la durabilité, donc le Sustainability Benchmarking, qui était particulièrement poussé par les jeunes agriculteurs notamment, avec pour objectif d'harmoniser les méthodologies d'évaluation de la durabilité des exploitations agricoles, puisque aujourd'hui c'est un peu disparate et qui aussi engendre cette complexité finalement administrative. Assurer une application uniforme du coup des normes dans l'Union européenne, et aussi favoriser la comparaison des différents objectifs et ambitions en matière de durabilité, par exemple les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, etc. Et tout en évidemment gardant en tête qu'il faut respecter les réglementations et les régimes existants réglementés par la loi, et que ce système d'analyse comparative, ce sustainability benchmarking, ne doit pas être une course vers le bas, mais une course vers le haut. Alors, qu'on retrouverait principalement dans les recommandations, on n'a pas été plus loin sur quels indicateurs, etc. Mais on espère, et je vais revenir là-dessus après, avoir l'opportunité de discuter de ça justement dans la nouvelle entité qui suit le dialogue. Je vais vous dire dans une seconde ce qu'il en est. Oups, pardon. Et évidemment, alors ça c'est très important, la PAC, parce que là, alors ça a été aussi, ça faisait partie de la méthodologie du professeur Strohschneider. Évidemment, on n'a pas commencé avec la PAC, parce que ça n'aurait pas été un contexte favorable au consensus. On a commencé par des questions relativement faciles, où on était tous ou moins d'accord, et la PAC est arrivée un peu plus tard dans les 7 mois, puisque ça faisait partie des sujets qui fâchent un peu plus. Mais on a trouvé quelque chose d'intéressant et on s'est mis d'accord sur une vraie réforme, et pas une réforme à minima ou une pseudo-réforme en surface et pas dans le fond de la PAC, en reconnaissant plusieurs choses, et notamment on parlait des jeunes agriculteurs avant. Il y a quelque chose dont on parle peu, alors on ne l'a pas mis explicitement dans le rapport, mais on en a parlé notamment avec les jeunes agriculteurs, c'est la capitalisation des paiements directs, des paiements à l'hectare dans les prix des terres et de la terre agricole, qui font augmenter artificiellement le prix des terres, et le prix des terres étant un des obstacles aussi à l'entrée dans la profession des jeunes agriculteurs. C'est plus ou moins 25% des paiements à l'hectare qui sont capitalisés dans le prix de la terre dans l'Union européenne. Donc c'est quand même assez considérable. Et donc, la nécessité de revoir les critères de distribution des aides aujourd'hui dans la PAC. Donc, ce qu'on propose, c'est finalement d'avoir 2 piliers, mais vraiment distincts, par une espèce de mélange avec la conditionnalité, etc. Et d'avoir un outil vraiment socio-économique. Mais alors, si on dit socio-économique, ça doit être socio-économique, c'est que ça doit être ciblé
vers les agriculteurs qui en ont vraiment besoin, et c'est clairement dans le rapport, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on dit que la PAC est aussi un outil socio-économique, mais si on voit à qui les aides bénéficient le plus, ce n'est pas forcément à ceux qui en ont besoin le plus, au contraire. Et du coup, finalement, c'est une politique qui favorise les inégalités plus qu'elle ne les répare. Et donc, on n'a pas été dans le détail des critères, parce que là, évidemment, c'est un peu compliqué. Alors, est-ce qu'on utilise, on regarde les revenus du ménage, quels sont les critères pour obtenir les aides? Mais en tout cas, on dit explicitement qu'il faut se détacher du système d'aide à l'hectare. Donc ça, c'est dans le rapport. La partie environnement, elle est assez claire et détaillée aussi, où évidemment, on rappelle la nécessité de paiements qui vont au-delà des exigences réglementaires pour l'Union européenne, mais aussi on va plus loin en essayant de cibler plus les aides vers des résultats. Donc cette notion d'argent civique, bien public, avec alors, évidemment, c'est la question des indicateurs, etc. Et prendre en compte parfois que l'agriculteur aurait pu tout mettre en place et finalement ne pas obtenir les résultats. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin voilà, là il y a toutes ces questions-là à prendre en compte, mais en tout cas le principe est dans le rapport. Et puis ce que dit aussi le rapport, c'est d'augmenter substantiellement ces paiements chaque année de manière progressive, au-delà des plus ou moins 30% qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus ou moins 70 et 30%, premier, deuxième pilier de la PAC. On ne s'est pas mis d'accord sur un chiffre. Là, on ne pouvait pas aller aussi loin, parce que déjà, les questions budgétaires, évidemment, c'était assez sensible. Mais ce qu'on dit, c'est que finalement, c'est que le budget doit être proportionnel. Si la PAC est bien ficelée, si effectivement les outils répondent aux objectifs comme il se doit, bien, il est tout à fait justifié que le budget soit considérable ou adéquat. Une partie importante, évidemment, puisqu'on parle de défis, on parle de nécessité de changer, que le statu quo n'est pas une option, c'est la transition. Là-dessus, on a aussi beaucoup discuté d'une nécessité de financer la transition, pas que pour les agriculteurs, mais aussi pour d'autres acteurs de la chaîne, notamment aussi aider les consommateurs, etc. Et une des recommandations, c'est créer un fonds temporaire pour une transition juste en dehors de la PAC. Alors évidemment, la réponse aussi des politiques, c'était « Ah oui, mais bon, vous demandez énormément d'argent, etc. » Enfin, ça a été la réponse de Smaba. Mais bon, après, quand on voit aujourd'hui ce qu'on compte se mettre dans la défense, etc., parfois il y a une volonté, il y a possibilité aussi d'avoir de l'argent. Et surtout, si on regarde aussi le coût de l'inaction, le coût sur la société, si on intègre les externalités, etc., on peut aussi financer cette transition. Et c'est d'ailleurs ce qu'on dit, c'est que ça ne doit pas être que de l'argent public, ça peut être aussi de l'argent qui est réinjecté avec certaines mesures pour aider à la transition. Donc il n'y a pas que la poche publique et l'argent public. Et ça, c'est un point important aussi des recommandations. La nécessité de la cohérence entre, notamment politique commerciale et les exigences de durabilité, toutes ces notions de clauses miroirs, etc. Faire du choix alimentaire sain et durable un choix facile, c'est ce que je disais tout à l'heure, le choix par défaut. Et là, il y a vraiment toute une partie sur le cadre alimentaire, l'environnement alimentaire et la nécessité de répondre, enfin de le prendre dans sa globalité. Il y a aussi tout ce qui est public procurement, etc. Donc tout est dedans. Aider à ce que les pratiques agricoles soient plus durables, donc notamment promotion de l'agrobiodiversité, réduction des intrants externes, l'utilisation de la lutte biologique, mais aussi évidemment soutien à l'agriculture biologique et à l'agroécologie. Alors il y a aussi une demande claire d'un plan de gestion intégré des nutriments, ça faisait partie aussi du pacte vert et ça a été abandonné malheureusement. Et donc c'est une demande qui est formulée à nouveau. Et évidemment, la réduction aussi des émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture. Et ça, c'est un point aussi important. C'était au moment où l'ETS, Emission Trading Scheme, pour l'agriculture potentiellement était discuté. On ne s'est pas mis d'accord sur un ETS pour l'agriculture. On n'a pas été si loin. Mais en revanche, la nécessité d'avoir des objectifs
pour le secteur agricole, c'est repris dans et des outils hein, dans le rapport. L'élevage durable aussi, et là on reprend aussi, il y a une pétition, je ne sais pas si vous savez, une initiative citoyenne de plus d'1 million de citoyens pour mettre fin aux cages cruelles, c'est End of Cage. Et la Commission s'était engagée à honorer cette initiative citoyenne, mais ça a été malheureusement abandonné. Et donc c'est formulé dans les recommandations. Et d'ailleurs, ce que je disais sur les rapports entre les différents membres et tout ce qui est hors réunion, etc., était tout aussi important. Le représentant, parce qu'il y avait aussi les représentants du bien-être animal, Compassion in World Farming, donc CIWF, je ne sais pas si vous connaissez cette organisation, est allé dans l'exploitation de la présidente de COPA, qui est éleveuse porcine, notamment en Bretagne, et pour échanger sur son exploitation en marge du dialogue. Et aussi, ils nous ont proposé ensuite les premiers jets de la partie sur l'élevage durable suite à ces échanges. Évidemment, toute une partie sur la meilleure préservation et gestion des terres agricoles, et aussi la partie eau, hein, la résilience hydrique, qui est évidemment un défi qui ne fera que grandir, avec des références intéressantes, et notamment la demande d'un objectif européen contraignant de zéro artificialisation nette des terres d'ici à 2050, qui a fait l'unanimité. La promotion d'une gestion robuste des crises et des risques. Et là, ce n'est pas juste avec de l'argent et des mesures de gestion des risques purement avec de l'argent public, mais aussi la lutte contre la dépendance excessive aux intrants, notamment la question de la dépendance protéique, etc. Un secteur attractif et diversifié, un meilleur accès et une meilleure utilisation des connaissances et d'innovation. Encore une fois, l'innovation sociale, très importante, les échanges de pratiques, etc. Et alors, un dernier point, le changement de gouvernance et la nouvelle culture de coopération, ce dialogue. Et il y avait une demande qui était formulée dans les recommandations pour qu'il y ait une espèce de continuité au dialogue. Et ça a été repris par la Commission européenne, qui a proposé, donc, qui a acté le EBA, donc, qui est le European Board for Agriculture and Food, et dont je fais partie aussi. Les membres sont plus ou moins les mêmes, avec quelques nouveaux membres, notamment représentant le secteur de la santé, enfin des ONG représentant la santé. Donc pour nous, c'était très important. Et ils y participent aussi maintenant. Et donc, nous avons eu notre première réunion juste avant la proposition, la vision qui a été mise sur la table par le commissaire à l'agriculture, Hansen, que vous connaissez du coup, le 19 février 2025. Alors, la première réunion de EBAF, on a refait un tour de table, etc. Ce qui est intéressant, c'est que la grande majorité des membres autour de la table ont insisté sur le fait que la vision que la Commission européenne allait proposer devait être en phase avec ce consensus historique, que le travail qui avait été fourni était important, qu'il fallait maintenant opérationnaliser les recommandations et pas recommencer le débat, sinon ça n'avait aucun sens. Sauf que malheureusement, la vision qui a été proposée n'est pas complètement en phase avec les recommandations du dialogue. Elle est beaucoup plus timide, beaucoup moins ambitieuse. Tout ce qui est notamment par les mesures et les objectifs environnementaux, c'est notablement manquant. Notamment aussi cette référence à l'augmentation du budget alloué aux paiements environnementaux. Ça n'est pas, c'est pas du tout dans la vision. Il y a toute une partie sur la PAC, mais ça n'y figure pas. Ce qu'on avait proposé sur le pilier socio-économique, vraiment ciblé pour les agriculteurs qui en ont vraiment besoin, la terminologie n'est pas du tout la même. Enfin, c'est beaucoup moins clair. Alors, on en parle. C'est pas absent, mais c'est pas comme ce qu'on a dans le dialogue. Et alors, ce qui est inquiétant, et malheureusement, c'est en train de
se passer aujourd'hui, c'est qu'il y a une référence, beaucoup de références à la simplification qui n'est pas que pour l'agriculture. Enfin là, la nouvelle commission et les nouvelles priorités, on parle de simplification, de compétitivité. On a tendance à opposer réglementation et compétitivité, c'est encore une fois un peu une ineptie. Mais du coup, il y a une espèce d'interprétation de la simplification qui, certes, est sûrement nécessaire pour la mise en œuvre. Il faut simplifier la mise en œuvre pour faciliter la mise en œuvre et pour atteindre plus facilement les objectifs. Et la simplification, c'est un moyen, c'est un outil, ce n'est pas une fin en soi. Et si elle est là pour aider à la mise en œuvre et à l'atteinte des objectifs, elle est évidemment nécessaire et utile. Mais si elle est utilisée pour s'en détourner, c'est très dangereux. Et c'est ce qu'on a tendance à observer. Et effectivement, il y a une proposition, alors il y a eu une fuite, vous avez peut-être vu ça dans les journaux, de la simplification de la PAC. Donc c'est une deuxième vague de simplification. Il y a déjà eu une simplification en mars dernier, qui d'ailleurs est sur le bureau de la médiatrice européenne, puisqu'il n'y a pas eu d'études d'impact, il n'y a pas eu de consultation publique digne de ce nom. Ça a été fait avec une procédure d'urgence, etc. Et ça ciblait principalement les règles environnementales. Et là, on va un pas plus loin. Et encore une fois, on n'a pas d'études d'impact, etc. Donc voilà. Et il n'y a rien sur l'alimentation, malheureusement. Donc, alors que ce qui était assez intéressant avec les recommandations du dialogue, c'est que c'était vraiment tout le système alimentaire qui était pris en compte. Et encore une fois, c'est nécessaire parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs qui doivent être ciblés, c'est tout le monde. Là, encore une fois, on cible principalement seulement la production des agriculteurs, alors que ce n'est plus, avant c'était un des commissaires à l'agriculture, maintenant c'est commissaire à l'agriculture et à l'alimentation. Donc en principe, il devrait avoir un portfolio un peu plus large. Donc comme j'ai dit, voilà, on a cette deuxième vague de réforme de la PAC Express qui est aujourd'hui sur la table. Évidemment, ce qui est aussi dans la ligne de mire pour ce qui va arriver, c'est le budget. Alors ça, c'est évidemment une question extrêmement importante dans le cadre de la PAC, avec potentiellement une réforme assez considérable du budget de l'Union européenne, du cadre financier multiannuel, une simplification aussi du budget, mais en gros, avec beaucoup plus de flexibilité donnée aux États et des enveloppes nationales et plus de politique sectorielle et aux États finalement de définir quel secteur, quelle priorité, etc. Ce qui potentiellement peut être problématique, notamment au cas de l'agriculture. Il y a déjà eu la proposition de la Commission n'a pas plu à tout le monde et beaucoup d'États membres ont réagi pas forcément positivement à ces propositions un peu radicales. Mais voilà, pour nous, ce qui est important, c'est de faire vivre ce consensus. C'était un consensus historique. Surtout aujourd'hui où on est à nouveau et on a redoublé vraiment du moins ce climat polarisé, cette polarisation. On est sous le feu d'attaques contre la société civile, contre les financements des ONG, avec une polarisation très forte entre les ONG environnementales, le secteur agricole, les conservateurs. Et évidemment, pourquoi ? Pour maintenir un statu quo, pour que tout reste figé, puisque la polarisation fait que finalement on ne bouge pas, et c'est très dangereux, puisque le constat que je dressais au début nécessite de bouger et d'acter la transition, puisque le coût de l'inaction est bien plus élevé que le coût de l'action. Et du coup, c'est à nous aussi de servir ce consensus. C'est à vous, ce consensus est là, il est sur la table. Il y a eu un accord. Il n'y a plus qu'à mettre en œuvre et à trouver les pistes pour mettre en œuvre les différentes recommandations. Et évidemment aux décideurs de s'en emparer un peu mieux qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent. Voilà. Merci. Donc, un grand merci à Faustine pour cet exposé. Je crois que déjà ce soir, on pourrait entamer un dialogue stratégique ici, vu que je vois vraiment des acteurs de différents bords ici au Luxembourg, ce qui nous rend très contents. Donc, il y a des fermiers, il y a des personnes, des organisations environnementales, des administrations environnementales ou agricoles, des institutions, des ministères. Donc,
Oui, je suis curieuse de ce qu'on va discuter maintenant. Et je vais d'abord donner la parole à la salle s'il y a déjà des questions. Ou si chacun est encore très timide. Je sais pas sans besoin de micro. Je voulais savoir comment vous expliquez le fait qu'il y avait des organisations comme le COPA-COGECA qui ont participé à ces dialogues stratégiques et qu'après, les organismes qui font partie de cette structure, dans leur état membre, ont copié des messages qui sont tenus contradictoires. Si je fais une autre posting d'utilisation, si je fais on va dire une caricature de la situation, comment vous expliquer que voilà, des présidents de nos structures à l'école, par exemple, et qui participent à ces débats stratégiques, qui s'engagent dans la recherche de consensus et qui le portent après, mais que ça ne se traduit pas par les positions qui sont portées par ces organismes dans les États membres, voire des positions probablement contraires par rapport à ce qu'ils avaient eu à cette. Ouais, non, effectivement, c'est une très bonne question et ça a été très dommageable et un peu schizophrénique de la part de ces organisations puisque leurs deux présidents, donc de COPA et de COGECA coopérative, étaient représentés autour de la table et ont accepté le consensus. Et alors, il peut y avoir deux explications. La première, c'est que, mais en même temps, elle n'est pas forcément valide, je pense. Mais bon, c'est qu'on était là au début. La présidente nous a rappelé que nous étions là à titre personnel. Et on lui a tous dit, et en particulier COPA-COGECA, que c'était pas possible. On n'était pas là en tant que faustif. Enfin, j'apporte rien d'intéressant personnellement. C'est mon organisation qui est intéressante. Et la même chose pour les personnes autour de la table. Enfin, c'est bien de parler entre personnes, mais c'est nos structures qui sont importantes. Donc il y avait peut-être un peu ça a été peut-être un peu utilisé finalement ce flou et du coup il y a eu une distanciation entre ce que les deux présidents ont signé et ce que l'organisation qui représentait quand même malgré tout ont porté par la suite. Et aussi la réalité de COPA-COGECA, c'est que, enfin, et c'est là où c'était intéressant parce qu'on a eu ce consensus, mais bien souvent c'est le plus petit dénominateur commun parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et c'est finalement le statu quo qui prévaut à chaque fois. Et du coup, il y a eu effectivement une réaction un peu extrême de certains membres nationaux qui avaient dit OK, et puis qui par après, dans la presse, sur les réseaux sociaux, etc., ont questionné les résultats du consensus. Mais nous, ce qu'on a rappelé, et on l'a dit aussi d'ailleurs à la commission, on a dit que c'était déjà que c'était pas tout à fait correct de la part de ces organisations. Donc il y a eu des échanges avec la commission. Enfin, ils nous ont rappelé que bon, l'intérêt c'était quand même qu'on porte ce consensus tous ensemble. On n'avait pas fait ce travail pour rien. Et on leur a dit également. Mais oui, ça a été dommageable et ça l'est encore, puisqu'on entend que si la vision elle est si peu ambitieuse par rapport au consensus, c'est qu'évidemment il y a eu une pression derrière pour qu'elle soit comme elle est. Maintenant, le dialogue continue dans le cadre des BAF, de European Board for Agriculture and Food. Ce n'est plus la même présidente, puisqu'elle n'est plus présidente de COPA, c'est un autre, c'est un vice-président qui siège, c'est pas le président. Espérons qu'ils n'auront pas ce comportement un peu schizophrénique dans le cadre des BAF. Mais le consensus est là, et ça, c'est une vérité, et ça, ils ne peuvent pas s'en détacher. Il est là. Ok, donc je vais poser ma question ici. Faut préciser là-dedans. J'ai essayé de lire sur la page, j'ai pas tout utilisé en détail, mais j'ai lu certaines parties. Et pour moi, ce qui m'interpelle toujours, une des choses qui m'interpelle, c'est que cette réalité des problèmes, l'impression qu'elle est un peu escarmutée par un certain ras-le-bol qui existe auprès des agriculteurs. Puis je comprends, mais au niveau les exigences en termes de reporting qui leur sont mises au dos. Et aussi, je donne le juge de bis qui le demande toujours.
C'était ça l'objectif des polystasies. Oui, tout à fait. Est-ce que dans les dialogues stratégiques, il n'y en a plus maintenant, dans le domaine de la simplification, par exemple, c'est des contre-propositions en termes de simplification administrative qui sont des bancs qui permettent de nous mettre sur table autre chose que la déambulation et par le démantèlement des règles dont nous avons besoin. Donc la façon dont ils sont appliqués, je crois que là, il y a un peu celle de simplification, mais sur le fondement scientifique et sur l'importance de radier dans notre société, je crois que là, c'est... J'ai lu que vous avez dit aussi, il y a les scientifiques qui est présent, qui ont dit, là, on ne suit pas les faits, on discute de la façon dont on peut amener à d'objectifs. Donc, est-ce que c'est peut-être l'objectif de votre nouveau regroupement de faire des contre-propositions avec des simplifications tacitives quand on parle de futur de l'art? Tout à fait. C'est comme ça que je le vois. En tout cas, dans la première réunion des BAF, il y a eu cette question qui a été mise sur la table. Alors, moi, ce qui m'a un peu inquiétée, c'est qu'on avait 3 questions, la suite du dialogue, qui était posée par le commissaire à l'agriculture. Et dans l'une d'entre elles, il y avait entre parenthèses, regulation, a way forward, ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, c'est la première fois que la commission elle-même met sur la table, parce que elle parle de simplification, mais elle ne va pas jusqu'à parler de dérégulation, même si c'est le cheval de Troie de la déréglementation, la simplification, mais c'était clairement mis sur la table. Et même là, dans le premier tour de table, les réponses à cette question-là, c'était pas de mettre à la poubelle les réglementations, les objectifs, mais c'était vraiment de travailler à la simplification de la mise en œuvre, et que parler de mise en œuvre intelligente, smart implementation, donner les outils, que ce soit avec des outils, avec plus de données, avec les satellites, etc., ou avec l'échange de connaissances, avec des documents de guidance, de guidance, etc. Et tout ça, ça a été discuté. Donc là, c'était assez rassurant, mais ce que la commission avait mis sur la table était assez inquiétant. Après, dans le cadre du dialogue en tant que tel, au début, c'était tendu dans les premières réunions, et Copa-Cogeca commençait en se disant, si les agriculteurs sont dans la rue, c'est à cause de la législation environnementale, c'est le pacte vert, c'est à cause de Timmermans, il nous a imposé des choses, il n'a pas consulté avec nous, non. Et donc il y a eu ça, et c'est vrai que le modérateur a été très bon là-dessus. Il y avait un besoin de ses représentants de le dire, mais la deuxième fois, on a dit, c'est bon, vous l'avez dit, maintenant on avance. On a entendu, et donc la discussion a pu avoir. Et eux, effectivement, dans les discussions connexes, bilatérales, le discours était moins tranché, et il était moins porté sur la réglementation que sur la mise en œuvre et des outils de simplification pour la mise en œuvre. Mais on n'a pas été dans le détail pour l'instant. Mais on espère que dans le cadre des parcs, c'est vraiment extrêmement important, parce que c'est pas que pour la police, c'est pas que pour le secteur agricole, c'est pour toutes les industries. Aujourd'hui, vraiment, c'est la priorité de simplifier, mais qui est malheureusement poussée par certains, pas par tout le monde, mais comme une façon de se débarrasser du cadre législatif existant. D'accord. OK. Bon, c'est plutôt un commentaire, mais voilà, il faut définir ce qu'on entend par simplification administrative. Et travaillant dans le secteur étatique, il y a beaucoup qui croient que simplification, ça veut dire simplification pour nous en tant que fonctionnaires, mais pas nécessairement pour les fermiers, mais ça, c'est pas ce qu'on entend. Moi, j'en ai beaucoup à faire. Voilà, j'ai beaucoup de contacts avec des fermiers, et personnellement, je crois pour eux, c'est le nombre d'heures qu'ils passent en faisant des paperasses, en faisant des mesures administratives, donc derrière l'ordinateur ou sur le papier souvent. Et voilà, si on peut réduire ça déjà au minimum, je crois qu'on a beaucoup de familles qui sont quand même du côté environnemental, mais il faut évidemment créer des postes qui supportent les gens en le faisant, et qui peuvent être plus experts dans des branches et qui peuvent donner du conseil direct en personnel, hein. Parce que vous avez déjà mentionné, voilà, il y a l'âge, je crois au Luxembourg, c'est 54 ans, 55 ans, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est 10 ans ou 15 ans de plus que la population générale.
Et c'est aussi un âge où on a beaucoup qui n'utilisent pas l'ordinateur, qui n'utilisent pas d'email, qui n'ont peut-être pas de smartphone. Et voilà, il faut aussi, donc si on dit par exemple, oui, simplification, on va à une digitalisation qui est plus haute, mais ça stresse les gens. Donc il faut juste il faut adapter ça à la clientèle. Évidemment, on veut plus de jeunes. Et on veut avancer aussi avec la digitalisation, mais il ne faut pas attendre trop. Et ça, c'est aussi fait partie de la simplification. Ouais. Tout à fait. Non, je suis entièrement d'accord. Et réduire la lourdeur administrative tout en s'assurant de l'atteinte des objectifs qui sont là pour une raison et pas risquer de s'en détourner. Et c'est vraiment ça. Et il y a matière à discuter comment simplifier et s'assurer effectivement qu'on soit plus efficace in fine, dans la mise en œuvre des politiques existantes, et ce sera bénéfique pour tout le monde. Merci pour votre présentation. Pour revenir juste à la simplification, je pense que ce n'est pas juste une question de papier à remplir, mais c'est aussi une multitude de règlements qui changent très, très vite et qui ne permettent plus à l'agriculteur de tout savoir et de travailler en permanence avec un sentiment, mais est-ce que je suis juste ou je ne suis pas juste? Parce que finalement, c'est tous les soirs, vous lisez quelque chose, vous voyez, je dois encore m'adapter à ça et à ça. Il y a des nouveaux demandes à faire, autorisations à aller chercher. Et ce n'est pas uniquement, je pense, des paperasses qu'on fait tous les ans, qu'on est habitué à faire. Et là, je pense qu'il y a quand même moyen de faire des simplifications. Par exemple, je me demande pourquoi est-ce que moi, je dois encore faire une déclaration que je mets du blé dans un champ, si après on fait le contrôle, s'il y a bien du blé dans ce champ-là. Alors, on peut quand même s'en passer de la première étape où moi, je déclare de semer du blé. Si après le contrôle, il est fait avec du satellite pour bien me contrôler s'il y a du blé. Alors là, je pense qu'il y a moyen de simplifier des choses au niveau des déclarations, des primes et tout ça. Alors, vous avez dit, je voulais revenir à ça, que le status quo, ce n'est pas une question, mais il faut le changement. Je pense aussi, mais c'est aussi une question nous, on va se mettre d'accord qu'il faut très vite un changement. Mais les gens qui sont dans le secteur, ils doivent avoir confiance dans ce qu'ils vont changer. Et je pense que c'est très important. Si je fais un changement de management dans mon exploitation, j'ai besoin d'une année pour voir si ça fonctionne. Après, je prends confiance. Et si j'ai pris confiance, mais je suis d'accord avec le changement. Et je pense que c'est pour ça que ça ne va pas assez vite. Mais finalement, c'est ça, un changement dans des exploitations où beaucoup de roues tournent. Et je pense quand même que la politique agricole des dernières dizaines d'années, moi je suis ça depuis 20 ans, mais il y a eu des changements. Et il y a des changements dans les exploitations aussi. On a réduit, si on voit la fertilisation azotée, on l'a réduit de presque de moitié depuis 1998, par exemple. Mais c'est suite à des mesures qui ont été prises, des mesures politiques et une prise de conscience et de confiance pour changer les choses. Donc, je comprends que parfois, ça ne va pas assez vite et il faut que ça aille vite si on regarde les défis environnementaux, mais il faut aussi comprendre que le changement dans un système démocratique aussi est un système où il y a quelqu'un qui doit le changer. Parce que finalement, si on veut le faire rapide, on donne des très grandes sommes d'argent, les gens, ils changent, mais ils ne changent pas parce qu'ils sont convaincus du résultat, de ce qu'ils doivent réussir, mais ils changent parce que, oui, il y a une prime. Et avec ça, je voulais encore rêver justement vous avez dit la capitalisation des paiements, et je pense que c'est une réalité. Et on doit faire attention que dans le domaine environnemental, donc tout ce qui est justement prime à la biodiversité, tout ça, qu'on ne fasse pas la même erreur. Parce que c'est ça finalement qu'on voit déjà, des très hauts paiements justement pour avoir de la biodiversité, mais finalement, ce n'est pas la biodiversité qui m'intéresse, c'est la prime qui m'intéresse. Et il y a des gens qui ne sont même plus agriculteurs qui commencent à être intéressés. Et on ne va pas arriver à avoir justement, vous avez mis les agriculteurs qui ont besoin. Et là, je pense que le benchmarking, j'espère, mais il faudra se faire beaucoup de... Oui, il faudra mettre en place un système qui finalement, si l'agriculteur il fait un très bon travail, il crée de la biodiversité, il crée moins de gaz à effet de serre, alors il a les paiements. Mais là, je ne sais pas si vous avez déjà été discuté sur ce que ça peut être, mais
alors on rémunère vraiment celui qui a besoin et celui qui fait quelque chose, et pas celui qui simplement déclare qu'il justement il fait une surface de biodiversité, mais ouais, on ne regarde pas le résultat. Oui, sur le benchmarking, effectivement, mais ça, c'est des travaux. Enfin, on n'a pas discuté du détail du système, et on espère vraiment pouvoir le faire dans les mois qui viennent, au cadre des prochaines réunions. Parce que en tout cas, il y a une volonté aussi, en particulier avec CEJA, notamment les jeunes agriculteurs, comme je disais, qui ont vraiment porté cette idée, et on s'est déjà concerté pour discuter des différents indicateurs, des modèles, etc. Parce que c'est la matrix qui sera évidemment importante, et travaille aussi avec Wageningen, qui malheureusement n'est plus dans le dialogue. Les scientifiques ne font plus partie du dialogue, ce qui est quand même un petit... Enfin, on ne pense pas que ce soit forcément un très bon choix, mais bon, a priori, ils vont quand même être impliqués via l'extérieur, enfin, peu importe. En tout cas, je sais que Wageningen avait aussi quelques idées sur ce système. Donc oui, et enfin, ce que vous disiez aussi, enfin, sur le changement et la vitesse du changement, etc. Il y a une réalité qui est là, et on peut pas. Enfin, c'est une réalité biophysique, et malheureusement, elle est là, et si on l'ignore, on va droit dans le mur. Donc, le changement, le rythme du changement doit s'adapter à ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça doit s'opérer demain. Il faut une transition, il faut réfléchir en termes de transition, et c'est pour ça que la notion de transition est aussi centrale dans le rapport, et c'est ce qui permet aussi d'avoir plus d'acceptation, on va dire, pour ce changement, d'aider à la transition, et le conseil, et comprendre pourquoi on va de ce point A à ce point B, quelles sont les raisons, et en quoi c'est en fait bénéfique pour l'exploitation et pour tout le monde, pour l'agriculteur aussi. Donc, j'ai vu que vous avez une question. Peut-être vous pouvez en même temps commenter si le dialogue stratégique, à quel point il a été thématisé, peut-être chez vous. Ministère de l'Agriculture. Oui. Bon, Pierre Tranen, je représente aujourd'hui le ministère de l'Agriculture, donc notre ministre. Non, mais je ne vais pas faire un débat. J'ai tout un papier ici. On a analysé en profondeur le papier, le document stratégique. Je ne pensais pas que je devrais faire maintenant un commentaire sur le dialogue, mais je voudrais rebondir sur les propos de M. Bohnen sur cette question du benchmarking. On est en train de mettre en œuvre au Luxembourg, je ne sais pas si tout le monde le sait, tout un système, un benchmarking en ce qui concerne les émissions d'ammoniac. C'est le plus grand challenge qu'on a dans notre pays, parce qu'on a un target, un objectif de réduction de moins 22%. On a même réussi jusqu'à maintenant, même en augmentant notre production laitière considérablement, on a réussi à réduire de moins 10% déjà. On est à mi-chemin, mais maintenant, ça devient vraiment compliqué. Il faut aller dans le détail, dans l'alimentation du bétail, dans les techniques, dans les bilans azotés des fermes, etc. C'est vraiment très, très pointu. Et on voit au niveau des exploitations qu'on est dans une limite de mise en œuvre de ce système, parce que c'est très compliqué. Il nous faut énormément de données au niveau de l'exploitation pour faire ces calculs. Et il n'y a pas toutes les exploitations qui sont à même de livrer ces données, parce qu'ils ne font pas une comptabilité agricole dans tous les détails, parce qu'ils n'ont, il faut le dire, pas toujours vraiment la compréhension des systèmes. On voit une très grande différence, heureusement, entre la nouvelle génération. Les jeunes sont beaucoup mieux formés pour ces questions-là. Donc là, je suis très, très optimiste. Et je pense que c'est vraiment très important qu'il faut donner le temps au secteur de mettre en œuvre toutes ces nouvelles techniques. Ça, c'est un point très important. Sinon, on ne va pas y arriver et il y aura une obstruction, il n'y aura pas d'acceptance du secteur agricole pour tous ces systèmes de benchmarking. Ça, c'est un peu une crainte qu'on aimerait, qu'il y a trop de forçage sur cette idée. Il faut y aller doucement. Et aussi, on peut, j'ai pas dit, on peut voir le blé par satellite. Non, on peut voir si c'est une céréale ou si c'est de l'herbe. On ne peut pas encore voir si c'est du urbain ou si c'est cette variété ou cette variété. On n'y est pas encore. Donc,
la technique n'est pas encore tout à fait disponible en réalité pour faire tout un benchmarking en détail. Ça, je pense, il faut y travailler. Et donc, c'est très important, effectivement, qu'on continue avec les universités, mais il faut avoir un peu de patience. Donc ça, je pense, c'est très important pour faire cet exercice ensemble, et on y travaille. Mais j'avais une question où on discute aussi beaucoup entre experts, et on connaît, c'est vrai, les primes à l'hectare, ça fait que la surface, le foncier devient de plus en plus cher, et en fait, les aides passent à travers le producteur vers le propriétaire terrien. Vous savez peut-être qu'au Luxembourg, plus de 2/3 des surfaces dans les exploitations vraiment actives sont des terres louées. Donc, l'agriculteur n'est plus propriétaire de ces terres. Donc, c'est un grand problème. Et on a toujours pensé à trouver un autre système. Vous avez dit, vous voudriez partir de cette approche sur l'hectare vers une autre approche. Et là, ça m'intéresse vraiment. Est-ce que vous avez vraiment un peu approfondi cette question? Quelle serait une solution faisable? Si vous avez une bonne idée, on va certainement le mettre en œuvre. Alors, dans le dialogue, non, on ne s'est pas mis d'accord sur l'alternative concrètement. Et ce que pour trouver dans le dialogue, d'ailleurs, dans le rapport, il faudrait un groupe d'experts, mais aussi d'économistes, mais pourquoi pas d'universités, mais plus spécialisées dans les politiques sociales, d'aide aux revenus, qui pourraient effectivement alimenter ces réflexions et voir un peu les différents systèmes, les différents critères qu'on pourrait utiliser pour se détacher de la prime de l'aide à l'hectare et que ce soit beaucoup plus centré sur les revenus des ménages. Enfin, voilà, il y a plusieurs schémas possibles, mais en tout cas, ce que dit le dialogue, c'est qu'il faudrait que ce soit un groupe d'experts indépendants, parce que le problème, c'est que si ça reste dans le dialogue, c'est qu'il y a quand même des intérêts très forts, enfin, notamment de certains acteurs autour de la table, qui évidemment qui bénéficient de ce modèle-là aujourd'hui et qui n'ont pas du tout intérêt à ce que ça change et qui du coup ne sont pas forcément très ouverts aux alternatives. Donc ce qu'on demande, c'est que ce soit discuté en dehors et qu'il y ait des propositions qui soient faites en dehors et qui soient ensuite validées dans le cadre de EBAF, puis après par les décideurs. Donc c'est ce que dit le rapport. D'accord. Je prends ce micro-là. Je crois que si personne a une question, il y a encore des questions. Je prends maintenant ce micro-ci. Oh. Et je... OK. Ça, c'est plus fort, je pense. Je m'intéresse très, très fort par rapport à la confiance du changement. Ouais. Je pense que c'est vraiment important d'avoir de la confiance, que c'est tout possible dans le processus. Ici, je pense que tout le monde est vraiment convaincu que c'est important de vraiment mettre en œuvre le processus. Je m'intéresse par rapport à la méthode. Parce que je pense que la méthode de ces processus est très, très importante dans la culture des débats aujourd'hui. Donc, après votre expérience de ces processus, qu'est-ce que c'est la plus importante chose pour mettre en œuvre un processus de débats, des débats stratégiques avec tous les stakeholders, pour vraiment avoir un consensus dans les pays, ici à Luxembourg, ou même dans les régions avec des agriculteurs et tout ça, pour vraiment créer cette confiance. Je m'intéresse pour votre merci. Merci. Effectivement, la méthodologie est cruciale et que ce soit différent des débats et des différents cercles dans lesquels forums dans lesquels on peut participer. Et c'est ce qui a permis d'obtenir ce consensus. Alors, il y a plusieurs choses qui étaient très importantes. Alors, la première chose quand même, c'est qu'il y avait cet engagement du plus haut niveau de la Commission européenne, donc la présidente, au début, ça venait d'elle, c'était quelque chose qu'elle a proposé, et son engagement à respecter, ou du moins à s'inspirer
du consensus et des recommandations, si consensus il y avait. Donc il y avait quand même une finalité. C'était pas, il y avait un engagement, et cet engagement a évidemment fait que tout le monde s'engage fortement dans le processus avec un nombre assez élevé de réunions, d'échanges, etc. Ensuite, il y a le choix du modérateur, du président, qui c'était finalement essentiel que ce ne soit pas quelqu'un du secteur agricole, que ce ne soit pas un homme ou une femme politique, mais quelqu'un d'externe. Parce que sinon, on serait tombé dans le biais de, on fait du plaidoyer auprès d'eux et on essaie d'influencer quelqu'un. En l'occurrence, on n'essaie pas d'influencer professeur Strohschneider, il n'avait aucun pouvoir, si ce n'est il était mandaté par la présidence, par la présidente de la Commission européenne, d'avoir un résultat, un consensus au final à mettre sur sa table. Donc le buying politique et le choix du président, que ce soit quelqu'un de neutre, d'externe, pas un expert forcément de la question, ça a énormément aidé. Parce qu'il nous a aussi poussé, alors je ne sais pas si c'est nécessairement un philosophe, mais il nous a poussé aussi dans certaines réflexions, etc. On n'a pas forcément l'habitude d'avoir dans ce cadre-là. Et mais en fait, c'était assez au début un peu déroutant, mais finalement assez important. Et ça a vraiment aidé à l'obtention de ce consensus. Et puis tous ces petits aménagements, finalement, le fait que ce n'était pas que des réunions, mais qu'il y avait un dîner après, qu'il y avait tous ces moments en dehors des réunions formelles, qui au début, on se disait, c'est pas possible, on va pas passer, quand on les aime bien, les gens autour de la table, mais bon, on va passer autant d'heures avec eux, alors qu'on a une famille à la maison, c'est un peu gonflant. Et finalement, c'était essentiel et extrêmement, extrêmement important. Et puis la recette finale, c'est qu'à la fin, ils nous ont un peu enfermés dans le Berlaymont. Ils nous ont dit, maintenant vous trouvez un consensus. Et pendant 3 jours, c'est vrai, c'est véridique, on ne pouvait pas sortir avant minuit, jusqu'à ce qu'en gros, on a su que les lumières du Berlaymont s'éteignaient à minuit. Et c'est le moment où on devait sortir. Voilà. Il y avait encore... Vous avez... Non, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une discussion sur les modèles alternatifs? On fait toujours un hectare. On a des petites exploitations qui deviennent, qui évidemment ont un problème. D'autres exploitations, qui finissent et d'autres exploitations qui grandissent et grandissent. Donc, est-ce que la question du basic income, est-ce que ça se pose, est-ce que ça s'est discuté en général dans le secteur de l'agriculture, peut-être à 3 niveaux, conventionnel, biologique et peut-être biodiversité? Est-ce que vous verrez ça comme un modèle alternatif? Parce qu'on a une certaine somme, on la divise par les agriculteurs, par le nombre d'agriculteurs qu'on a, donc voilà, ça serait une simplification. Et il y a une certaine prévision et finalement il y a aussi un élément économique. Voilà, qu'est-ce qu'on fait et selon les coûts. C'est intéressant, mais ça n'a pas été discuté tel quel dans le dialogue. Maintenant, voilà, la discussion continue avec EVAF. Il y a notamment IFOAM aussi, qui fait partie, donc les agriculteurs et producteurs bio qui sont dans le dialogue, et aussi les petits, Via Campesina, qui est aussi membre du dialogue. Mais non, ça n'a pas été discuté tel quel. Effectivement, c'est un sujet. Donc, on parle d'un système simplifié, donc une sorte de lump sum qui existe déjà maintenant, et on discutera de ce sujet dans la prochaine réforme si on va remonter cette lump sum, donc un système simplifié qui n'est plus lié à la surface. Donc, on y parlera vraiment, mais c'est une somme comparée aux aides totales qu'un agriculteur moyen au Luxembourg reçoit, elle est vraiment largement inférieure. Donc il faudra... Ça marchera peut-être pas vraiment chez nous, mais peut-être dans d'autres régions en Europe où il y a des plus petites exploitations moyennes. Ce que je voulais dire aussi, je cherchais malheureusement sur mon GSM, je n'ai pas trouvé.
on a fait une simulation sur le résultat de la distribution des aides après la réforme de 2023. Et on voit que les plus petites exploitations ont profité au plus de la nouvelle réforme parce qu'ils utilisent plus les régimes environnementaux qui sont assez favorables au Luxembourg. Et donc on voit qu'on a augmenté les paiements de la PAC au Luxembourg à peu près avec la nouvelle réforme, y compris les aides d'État, il faut le dire, de 25 à 30% selon au niveau global. La réforme, c'est le résultat de la dernière réforme de la PAC. Niveau l'extérieur, agri-environnement, c'est que des aides à l'environnement qui ont été rajoutées. Et c'est surtout les petites exploitations entre 40 et 70 hectares. La moyenne au Luxembourg des exploitations professionnelles, c'est au-dessus de 100 hectares, qui ont profité de cette augmentation, qui ont utilisé davantage ces primes, et aussi les jeunes. C'est aussi les jeunes qui ont profité de cette redistribution. Les grandes exploitations, ils n'ont pas reçu plus d'aide, ils n'ont pas sollicité plus d'aide, mais surtout les petites et moyennes. On a déjà maintenant, avec la réforme de 2023, une redistribution vers les plus petites exploitations professionnelles. Donc, c'est une approche, on peut encore approfondir, mais je trouve que c'est un résultat assez intéressant que je voulais vous annoncer ici. Ok. Donc, je regarde, on ne va pas rester jusqu'à la lumière s'éteille ici. Je quitte les hoches pour rassurer, oui. Donc, une dernière question de ma part. Ok. Est-ce que vous avez dit que M. Strohschneider, qui a mené le dialogue stratégique, il a fait la même chose en Allemagne, dans un Bundesland, vous savez lequel c'était? C'était au niveau fédéral. Oui. C'était au niveau fédéral. Mais donc, peut-être que cela donne un peu de vision pour maintenant aussi au niveau européen. Donc, est-ce que vous savez comment... Est-ce qu'il y a déjà des mesures qui ont été opérationnalisées là en Allemagne ou c'était plutôt théorique? La question qui fâche, ça a été fait avant et alors il y a eu un consensus. Le problème c'est que il y a eu ensuite, il n'y a pas eu, il y a eu en plus on a pu observer avec la réaction de Copa-Cogeca ou certains membres de Copa-Cogeca plutôt et le dialogue, c'est que il n'y a pas eu de soutien de la part, et pourtant ils avaient participé, des syndicats agricoles. Au résultat du travail. Et du coup, il y a eu une espèce de polarisation, malheureusement, avec les ONG environnementales. Donc, sur le papier, le consensus a été obtenu. Et d'ailleurs, ils allaient plus loin, ils étaient beaucoup plus clairs sur les aides à l'hectare et le besoin de les abolir. C'était écrit noir sur blanc. Mais il n'y a pas eu de suite, malheureusement, en tout cas dans les politiques au niveau national. Et peut-être juste parce que, pour finir, et je ne vais pas ouvrir un nouveau débat, mais la discussion aussi sur les aides à l'hectare, elle est aussi poussée, non pas que parce que aujourd'hui la distribution n'est pas forcément très juste, il y a des problèmes de capitalisation, etc. C'est des problèmes que j'ai mentionnés avant, mais dans le futur, si l'Ukraine vient à rejoindre l'Union européenne, ça pose un sérieux problème aussi de distribution des aides. Et donc, il faut aussi anticiper en ça. D'accord. Donc, je dirais encore une fois un grand merci à vous pour cette exposé et pour Je crois par consensus, oui, c'est qu'on peut maintenant aller boire encore un coup ensemble et continuer la discussion un jour. Donc, on a enregistré la présentation. Elle sera sur notre site internet ainsi que la présentation. Donc, merci à vous. So, who's Danish?